Présidente de l'association La Voix du Mali, cher doyen Père Konaké, mesdames et messieurs, les invités et les participants, j'ai été invité de façon un peu impromptue à ce débat parce que Aïcha a trouvé mes contacts par des relations. Elle m'a contacté, je lui ai donné mon accord malgré mon programme est très chargé parce que je considère que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un travail d'éclairage des Maliens. C'est un travail de diagnostic de la situation que nous vivons. Or, c'est de ça que les Maliens ont besoin aujourd'hui. Les Maliens ont plus que jamais besoin de comprendre ce qui se passe chez eux. Parce que pour soigner une maladie, il faut d'abord faire un bon diagnostic. Si vous ne faites pas un bon diagnostic, ou si vous n'en faites pas du tout, vous ne pouvez pas prescrire les bons médicaments. Vous ne pouvez tout simplement pas prescrire des médicaments. Je considère donc que le colloque d'aujourd'hui participe des actions menées par tous les Maliens de tous horizons pour faire un bon diagnostic de la situation. Je m'en vais donc vous donner mon diagnostic de la situation au Mali et pourquoi nous en sommes là. Vous venez de faire beaucoup de références à l'histoire qui sont justes, qui sont fondées, mais vous savez, l'histoire ne sert à un peuple que lorsqu'il sait en tirer les leçons. Il ne faut pas qu'on passe le temps à faire de l'incantation, à rappeler ce que nos ancêtres ont fait, sans nous poser la question, qu'est-ce que nous laisserons à ceux qui viendront après nous? Vous savez, une nation, elle se construit de différentes façons. Il y a des nations qui ont précédé leur État. Souvent, c'est l'État qui a forgé la nation. La spécificité du Mali, c'est que la nation malienne a existé avant l'État malien. Ça, c'est l'une de nos spécificités. Deuxième spécificité, c'est que toutes les ethnies du Mali ont eu, à tour de rôle, à commander les unes les autres. Et donc personne ne peut dire qu'il est au-dessus de l'autre, que le pays lui appartient plus que l'autre. C'est pour cela que moi j'ai une analyse un peu iconoclaste qui est souvent discutable, mais je suis convaincu que c'est la bonne analyse. En vérité, la situation que nous vivons au Mali, c'est le résultat d'une trahison. Le peuple malien a été trahi par son élite politique. C'est ça la vérité. Et je vais vous le démontrer. Un État, la première mission d'un État, c'est la garantie, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est le premier élément de légitimation d'un État. Lorsqu'un État, lorsqu'un gouvernement, quelle que soit la façon dont il vient au pouvoir, par les armes, par une élection, par hérédité, n'arrive pas à assurer la sécurité des personnes et des biens, ce gouvernement ne peut pas être légitime. Vous aurez constaté que dans les grandes nations aujourd'hui, la première préoccupation des dirigeants, c'est la sécurité de leur pays. Lorsque le président des États-Unis est arrivé au pouvoir, première chose, augmentation du budget de l'armée. Attention particulière à l'armée. Lorsque le président français est arrivé au pouvoir en 2017, Macron, sur les 3 prochaines années,
30% d'augmentation du budget. Premier voyage à l'extérieur, il rend visite à son armée au Mali. Nous avons eu un pays qui s'appelle l'Union soviétique qui s'est effondré à la suite d'une trahison. Tout le monde sait, les écrits existent aujourd'hui, que les dirigeants ont profité de la confiance que leur peuple leur a placée pour organiser le démantèlement de leur État. La Russie était devenue comme n'importe quel pays. Mais il s'est trouvé une élite politique, un homme qui a redonné à ce peuple-là la confiance. Le Mali a été trahi. L'armée malienne a été trahie par son élite politique. C'est les conséquences de ça que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, tout cela est venu de quoi? De ce qu'on appelle la rébellion. C'est les conséquences de la rébellion qui fait que des Peuls et des Dogons se tuent aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? Un groupe d'individus, des personnes qui ont fui la Libye, qui sont venus, certains n'avaient même pas du boulot, ils cherchaient des vacataires à Kidal pour enseigner l'anglais. D'autres des mercenaires qui étaient dans l'armée libyenne pendant des années ont conclu un accord avec des pays étrangers pour venir détruire notre pays. Mais pourquoi ils ont réussi? Parce que quand ils sont arrivés, il n'y avait plus l'armée qu'il fallait leur opposer. L'armée a été déstructurée, elle a été émasculée, elle a été désorganisée et elle n'était pas équipée. Nous n'avons pas de frontière avec la Libye. On est à 800 km de la Libye. Les gens peuvent sortir avec des convois d'armement sans qu'on les voit par les satellites. Ils ont traversé des pays. Ça veut dire qu'il y a eu des complicités. Et quand ils sont venus, on les a accueillis, on les a installés. Quand ils sont allés au Niger, le Niger leur a dit non, vous ne rentrez pas chez nous avec des armes, vous déposez les armes. Quand ils sont allés au Tchad, on leur a fait la même chose. Mais au Mali, ils sont venus s'installer. Une minorité de personnes est venue imposer, avec la complicité des puissances extérieures, la guerre à notre pays. Terroriser nos populations. On nous dit la rébellion Touareg et arabe. Ce n'est pas une rébellion Touareg ni une rébellion arabe. C'est en leur nom qu'une minorité de personnes s'est imposée par la violence à notre peuple. Parce qu'elle a trouvé, elle n'a pas trouvé en face un État digne de ce nom. C'est ça l'origine, avec la complicité des puissances étrangères que tout le monde connaît. Deuxièmement, on a fait un mauvais diagnostic. On a essayé d'expliquer, de justifier la rébellion par quoi? Les séparatistes et ceux qui les ont soutenus, qu'est-ce qu'ils disent? Le Nord, c'est leur territoire qui est venu être colonisé par les, disent-ils, les Bambara, les Maliens du Sud. Le Nord, c'est la terre de leurs ancêtres qui est colonisée. Le Nord n'est pas développé. Ils sont victimes de discrimination. Voilà les arguments qui sont avancés. Et la mauvaise gouvernance. Vous allez lire la déclaration d'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad qui a été lue le 6 avril 2012 dans des émissions spéciales sur les médias français. Voilà les arguments qu'ils ont avancés. Nous avons fait des recherches. Les premiers habitants du Nord, c'est les Sorains et les Bella. On est allé jusqu'au 7e siècle. Mais un Sorain ne peut pas dire aujourd'hui que le Nord c'est son pays, plus qu'un Sénoufo, plus qu'un Malinké. Le Nord c'est comme pour tout le monde. Il n'y a pas de Sorains dans les quartiers de Bamako ici. Le Nord n'appartient à personne. Deuxièmement, ils disent que parce qu'il n'y a pas de développement, pendant les 20 dernières années, les investissements qu'il y a eu dans les régions du Nord et d'ailleurs depuis l'indépendance, si on fait le bilan, il y a beaucoup qui vont rentrer sous la table. Comme on dit, on va trouver l'âne dans la moustiquaire. Mais on ne l'a jamais fait. Des sommes colossales ont été investies. On a tout détourné ici à Bamako, avec la complicité souvent des cadres du Nord, qui sont dans des postes stratégiques. Il vient dire qu'il faut être nommé. On a nommé l'ANICT. L'ANICT qui l'a dirigé pendant près de 10 ans. C'est un cadre du Nord, c'est la banque
c'est la banque des communes, celle qui investit dans le développement. On monte des faux projets ici. L'argent sort, on dit qu'on a fait des forages, il n'y a rien. Et puis les centres de santé qui ont été construits à Kidal, les hôpitaux, les écoles, ils sont venus les casser et ils disent qu'ils se battent pour le développement. Ils ne se battent pas pour le développement. Ils disent qu'ils ont été discriminés. Depuis l'indépendance, les ressortissants du Nord, Arabes, Touaregs, Sonraï, ont toujours été présents dans les institutions de l'État. Et d'ailleurs, lorsque la rébellion a éclaté en 90, moi je suis allé faire les archives de l'UDPM, il y avait 10 sections de l'UDPM dans les régions du Nord. Sur les 10 sections, les 8 étaient dirigées par des Arabes et des Touaregs comme secrétaire général ou député. Les Soraïs n'en ont pas fait un problème, les Peuls n'en ont pas fait un problème, les Bamana n'en ont pas fait un problème, parce qu'au Mali, on n'a pas ce problème-là. Mais on est venu sortir tout ça pour justifier pourquoi on tue, pourquoi on casse notre pays. On nous parle de développement. Le développement, on ne le mange pas. C'est les conditions de vie des populations. La malnutrition sévère, ce n'est pas à Gao, ce n'est pas à Kidal, c'est à Sikasso et dans la région de Kaï, dans les zones aurifères. C'est les statistiques internationales. Les Sikassois étaient les plus nombreux dans l'armée jusqu'à une date récente. Pourquoi ils n'ont pas pris les armes? Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. L'immigration, la grande immigration à la suite des sécheresses des années 70, qui sont partis du Cap Vert jusqu'à l'océan Indien, toute la zone ban-sahélo-saharienne. C'est là que la grande immigration des ressortissants de Kaï, ceux du Nord sont allés au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, les Caïdiens sont allés en France. Ils s'élèvent de 5h du matin jusqu'à 20h. Ils dorment plusieurs dans les foyers. Ils collectent de l'argent. Ils font des centres de santé. Ils font des écoles. Mais les ressortissants du Nord qui ont immigré en Libye, qui sont allés se recruter dans l'armée libyenne pour être des mercenaires, devenus des colonels, qui se sont enrichis, est-ce qu'ils ont construit un puits à Kidal, à Gao, à Tombouctou? Ils n'ont rien fait. Ils ont pris des armes pour venir casser ce qui a été construit par l'effort des autres Maliens. Malheureusement, on est trouvé avec un État qui a pris ses arguments pour résoudre la crise. On ne peut pas résoudre la crise parce que le diagnostic est faux. Les raisons avancées sont fausses. Notre pays est victime d'un complot international et il s'est trouvé avec une élite politique qu'il avait trahi avant. C'est ça la vraie explication. Tout ce qu'on va vous donner comme explication, ce n'est que la poudre aux yeux. Les tueries au centre. Les tueries au centre. C'est venu comment? Vous avez vu dans la presse l'autre jour, on dit que les milices Peuls et Dogon ont signé la paix. Les milices Peuls, ils viennent d'aimer ça. Ce qu'on a mis dans les DDR, qu'on a assassiné en même temps que tous les villageois de Ogosogo. Cette milice-là, qui l'a installée? C'est l'État malien. C'est l'État malien qui a donné le récépissé à Dana Massogo, qui s'est constitué en mouvement d'autodéfense. Quand un État sous-traite la sécurité, c'est un État failli. Les dirigeants ont trahi notre peuple en sous-traitant la sécurité à des individus, à des groupes ethniques, au lieu de mettre la sécurité dans les mains de notre armée nationale. Et naturellement, quand ça a dérapé, maintenant on dit que la milice d'Dana Sabo est dissous. Mais quand le gouvernement a dit que ça a été dissous, il y a des ministres qui sont allés à Mopti. Dans la salle, la Dana Massogo était là. Ils ont voulu les faire sortir, ils disent qu'ils ne sortent pas de la salle. Et personne ne peut les faire sortir. C'est les membres du gouvernement qui se sont tués. Parce que l'État a voulu utiliser les milices d'autodéfense qui se sont créées pour défendre leur population, les a utilisées les unes contre les autres. Les milices Peuls contre les Dogons, les milices Dogons contre les Peuls. C'est l'État malien qui a instrumentalisé les sentiments communautaires pour créer cette situation chez nous. Et maintenant, on est en train d'accuser les Peuls. Un moment, les Peuls ont dit que c'est les Dogons ont dit que c'est les Peuls. C'est archi faux. On prend des gens à Bamako avec des grands bassins, des cravates, ils vont à Mopti, ils font des grandes cérémonies, on les filme, on les monte à la télévision le soir, on dit que la paix a été signée. Le lendemain, on tue les gens. Tout ça, c'est du cinéma. Parce que ceux qui doivent assumer, ceux qui doivent assurer
ceux qui ont l'obligation politique, morale d'assurer la sécurité des citoyens, ce n'est pas les milices d'autodéfense, ce n'est pas les mouvements d'autodéfense, c'est l'État central. C'est l'État qui a failli. Et maintenant, on va donner des grains aux gens, on va les nourrir. Et les gens disent merci, monsieur le Premier ministre, merci le gouvernement de nous avoir donné à manger. C'est important que les Maliens se disent la vérité. La vérité, c'est que c'est le politique, c'est celui qui est choisi pour diriger une nation, qui est responsable de la sécurité de ses citoyens, qui est responsable de l'organisation de l'État. La société civile, c'est des appuis, c'est des contre-pouvoirs qui attirent l'attention, mais aussi longtemps que l'État ne va pas s'assumer. Les associations de la société civile, les organisations, les milices d'autodéfense n'amèneront pas la paix. Il faut que l'État s'assume. Et c'est ça que les Maliens doivent exiger. Deuxièmement, ceux qui ont imposé au Mali cette situation, les acteurs du complot. J'ai vu récemment un général à la retraite français qui a parlé. Tout le monde s'est ému au Mali, il y a des politiciens qui se sont mis à le critiquer. Mais ces politiciens, pourquoi ils n'ont pas parlé lorsque des officiels français ont parlé? Alain Juppé, c'était le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Nous, on a été fouillés dans les archives. Il a dit qu'il est venu ici, sa dernière mission en Afrique, il est venu en 2012, pour dire à ATT il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Ce que je vous dis est documenté. Hein. Moi, je ne fais pas de la propagande ou de la diffamation. C'est documenté. Il est venu dire à ATT de donner l'autonomie aux Touaregs. Quels Touaregs? Les gens qu'ils ont amenés de Libye. Quand le ministre des Affaires étrangères de Russie lui a dit, mais il a dit à Laurent Fabius après, mais les gens qui terrorisent les Maliens, c'est ce que vous avez amené de Libye après avoir cassé la Libye. Il dit, ah, vous savez, c'est la vie. Ça, c'est documenté. C'est la vie. Vous amenez le malheur dans notre pays et vous dites que c'est la vie. Elisabeth Guigou, c'est la présidente de la commission des affaires étrangères. Elle est socialiste, elle n'est pas du droit. Il a une citation que j'ai dans mon livre. Elle dit qu'il faut mettre un plan d'autonomie du nord du Mali. Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense quand on a signé l'accord d'Alger le 15 mai. Le lendemain, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les gens du nord et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça, c'est des officiels. Donc, la stratégie de préparer l'opinion nationale et internationale à la partition du Mali est orchestrée. Qu'est-ce que nos dirigeants disent? Ils se taisent. Pendant ce moment, on les flatte, le Mali, l'exemple de la démocratie, on parle le latin, le grec pour nous impressionner, pour dire qu'on connaît l'histoire de la France. C'est là qu'il faut protester. On dit le Mali, c'est la grande croissance économique. On est en train de nous tuer. On mange la croissance. La résolution des Nations Unies 2085, qui a été votée le 12 décembre 2012, à la demande du gouvernement malien qui a introduit une demande en septembre 2012 à l'ONU, à travers l'Union africaine, pour demander une intervention étrangère. Ils ont créé la MISMA, avec une force d'attente de 3000 hommes, où les Africains devenus se donnaient la main pour libérer le Mali. Qui les a empêchés? Le premier qui a protesté, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé. Il dit que 3000 hommes, c'est trop par rapport à 500 indépendantistes. On a saboté la MISMA, on a saboté la force d'attente. Lorsque l'échec était devenu patent, on a créé la MINUSMA avec la résolution 2100 d'avril 2013. On a créé la MINUSMA. Ce qu'on a refusé de donner à la MISMA, on a transféré à la MINUSMA. À la place de la force d'attente, on a mené les forces étrangères sur notre territoire. La lettre que le gouvernement malien a adressée aux Français, ou qu'ils ont fait écrire au gouvernement malien pour demander l'intervention, le gouvernement malien a demandé une intervention aérienne et en information, pas de force au sol. C'est les soldats maliens qu'on fait passer pour des fuyards
qui ont libéré Konna, qui ont fait le corps à corps à Tombouctou. Ils l'ont fait à Gaou. Ils étaient en train de rentrer à Kidal quand on les a arrêtés à Néfis. On va applaudir Mme Nemal Sagara dans la salle. On a interdit à notre armée de rentrer à Kidal. Pour faire quoi? Pour retourner à une convention qui a été signée entre la France et les Ifoghas le 15 septembre 1907. La convention de Bourem. Qui dit quoi? L'ADRA des Ifoghas appartient désormais aux Ifoghas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. 15 septembre 1907. Pendant la pénétration coloniale. Donc, à partir d'Anéfis, on a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. On a mené quoi? Les Français, 3-4 000 personnes, dans le cadre de l'opération Serval, ils sont venus à Kidal, avec un budget d'1 milliard de francs CFA par jour. On a fait venir les Tchadiens, on a fait venir les autres forces de la CEDEAO, l'armée malienne, non. Amadou Koufa, on l'avait désigné imam de Konna. Les Yad l'avaient désigné imam de Konna. Après la chute de Konna, il est parti avec tous les talibés pelus. On les a encadrés, ils sont partis à Kidal. On a interdit à l'armée de rentrer à Kidal. Les gens se sont préparés pendant 2 ans. Pendant ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Les Ménéla qui n'étaient ni une force politique, ni une force morale, ni une force militaire. Ces dirigeants étaient exilés à Ouaga et à Nouakchott. On est allé les amener dans les fourgons de Serva pour les installer à Kidal. On est allé voir en Sardine, qui est de déclarée organisation terroriste internationale. On a demandé à certains membres d'Ansardine de quitter et former ce qu'ils appellent le MIA, le mouvement islamique de l'Azawad, qui s'est métamorphosé moins de quelques jours après en HCUA. On les a mis ensemble et dire au gouvernement malien, c'est avec eux qu'il faut négocier. Alors qu'on leur a demandé de venir nous aider à libérer notre pays. Ils coupent notre pays en deux, ils forment des interlocuteurs et on nous oblige à négocier avec eux. On dit qu'on fait l'interposition pour la paix. Il n'y a pas de paix. Vous vous interposez entre qui et qui? C'est ça l'origine de l'insécurité. Ils se sont préparés pendant 2 ans. Après, ils ont envoyé les talibés venir. Si vous vous rappelez 2015-2016, c'est les Peuls qu'on tuait. C'est les marabouts Peuls, c'est les imams Peuls qui étaient tués, égorgés. Les premiers villages Peuls qu'on a brûlés, ils se sont réfugiés au Burkina Faso. Tabital Poulakou et Guina Dogon sont allés les rencontrer au Burkina. Et ils ont dit tout leur malheur. Ils sont venus les expliquer au gouvernement ici en 2015-2016. Il n'y a rien eu. L'étape suivante, on brûle les greniers de Dogon, on les tue, on va se réfugier chez les peuples pour provoquer les conflits intercommunautaires. Qu'est-ce que notre gouvernement fait? Il sous-traite la sécurité. On arme les milices Peul, on arme les milices Dogon. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, on est en train de nous tromper, dire oui, les Peuls, vraiment, on était ensemble. Mais c'est des histoires. Et maintenant, il y a la mauvaise gouvernance. Que les séparatistes sont toujours avancés. Ça, c'est le seul argument qui est recevable.